Donc coucou tout le monde, coucou YouTube pour ceux qui écouteront la rediffusion. Aujourd'hui on va être sur une session d'analyse fondamentale sur plusieurs projets, mais on va passer quand même beaucoup de temps sur Internet Computer. Je vous redonne un petit peu le contexte. Cet après-midi j'ai eu un call professionnel avec un projet qui build sur ICP. Je ne vais pas vous donner le nom du projet, c'est pas l'objectif. Simplement, voilà, pour une fois, on me dit je build sur Internet Computer. Je fais ok, voilà, pourquoi. Juste, il m'a dit, bah en fait, l'avantage c'est que déjà, la block space est vraiment pas chère. Et en plus de ça, quand tu veux stocker vraiment beaucoup de données dans des NFT, tu peux le faire. Tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre plein de sortes de metadata. Donc eux, ils ont choisi ICP pour ça. Ok. Donc je le dis souvent dans des émissions. Pour ceux qui n'écoutent pas les émissions, je vais me répéter. ICP, avant, ça s'appelait pas Internet Computer, ça s'appelait Definity. Et c'était un projet qui était énormément prisé par la communauté. À l'époque, c'était un peu l'Ethereum killer, mais le vrai, tu vois. C'était pas Tezos, c'était pas EOS, c'était vraiment celui-là. Il était vendu comme tel, en tout cas, en termes de performance, en termes de possibilités aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis beaucoup de temps à sortir ce projet. Et quand il est sorti avec un market cap absolument gigantesque. Et d'ailleurs, il l'est encore, hein, je crois. Hein. Ouais, ils sont encore 32e. Mais passé un temps, c'était fou. Quand on va dans capitalisation boursière, voilà, au tout début, on était sur un petit 18 milliards de market cap. Là, au cours actuel, 18 milliards de market cap, ils sont en deuxième. Hein. Ils sont même devant le Tether. Mais bon, le marché a bougé depuis. Donc pour en revenir à Internet Computer, un petit peu d'histoire au niveau du prix du jeton. Pourquoi les gens ne parlent pas d'Internet Computer? C'est uniquement et exclusivement à cause du prix. Parce qu'il y a eu un souci, dès le lancement. En fait, comme c'était un projet qui était très prisé, à l'époque, avant même qu'il soit disponible, il y avait des produits dérivés où tu pouvais spéculer sur le prix futur de l'ICP. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le prix du jeton, il est monté à 40 puis 80 $ l'unité. Donc, ça faisait déjà des capitalisations affolantes, puisque c'était un projet qui était très attendu, bien entendu. Et à l'époque où FTX n'était pas encore crashé, eux, ils poussaient beaucoup l'initiative Solana. Et donc, ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient créé un produit dérivé où tu pouvais spéculer, là aussi, sur le prix futur de l'ICP. Et le truc est parti en sucette. Et c'est pour ça qu'en fait, au lancement, on s'est retrouvé avec un prix absolument mirobolant, parce que justement, ils ont pumpé artificiellement le prix du jeton, parce que je pense pas que c'était quelque chose de naturel, hein, si vous me demandez mon avis. Il y a des théories du complot qui sont sorties, comme quoi c'était FTX qui, pour défendre le cas de Solana, ont tué l'image d'Internet Computer. Je sais pas, il n'y a rien d'avéré là-dedans. Après, ça ne m'étonnerait pas, vu toutes les dingueries qu'on voit en ce moment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, là, pour une capitalisation aussi forte, ça nous fait quoi comme prix de jeton? Voilà, on a eu un prix de jeton à l'époque de 460 $ l'unité. Aujourd'hui, on est à 3 $. Donc, on a divisé par 100 depuis le top. Donc, c'est pas un rug. Par contre, ce qui s'est passé, effectivement, ils ont quand même leur part de faute. C'est qu'apparemment, il y a certains investisseurs du projet qui ont eu la capacité, dès le départ, de pouvoir vendre. Donc, il y a eu effectivement un listing beaucoup trop fort. Mais il y a quand même des gens qui se sont gavés. Et c'est pas les gens de la fondation, pas que je sache. C'était d'autres personnes. Mais je veux pas vous dire de bêtises, j'ai pas plus de détails par rapport à ça. Tout ça pour vous dire qu'à l'arrivée, il y a plein de gens qui se sont fait écraser. Mais depuis un certain temps, le prix, il est un peu plus stable, on va dire, voilà. Ça aussi, entre les 3 $ et les 7. Donc, ça reste quand même un projet énormément capitalisé. Ils sont 32e. Et maintenant, je vais vous donner un petit peu plus d'informations. Voilà. Moi, je pense que techniquement parlant, c'est un bon projet. De toute façon, c'est ce qu'on va essayer de démystifier dans cette émission. Par contre, le CEO du projet, Dominique, je vais rester poli, est insupportable sur Twitter. Insupportable. Voilà. Je suis resté poli. Pourquoi je dis qu'il est insupportable? Parce que toute sa communication, ça a été de dire on est les plus beaux, on est les meilleurs, on est meilleurs qu'Ethereum, on est meilleurs que tout le monde, on est les meilleurs cryptographes, on est les plus beaux. Même Emin Gun de Avalanche n'a pas autant les chevilles gonflées que Dominique. Et ça, je pense que ça a énormément desservi le projet. Mais si tu écartes ça, il paraît qu'ils ont des takers qui sont vraiment très bons. Ce qu'on va faire dans cette émission, du coup, j'ai déjà préparé quelques notes, c'est qu'on va essayer de démystifier certains concepts. Il faut savoir que initialement, dans le white paper, ils avaient rebrand un peu tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au lieu d'appeler les choses comme tout le monde, ils ont donné un nom marketing. Par exemple, au lieu de parler de smart contract, je crois qu'ils parlent de canister. Eux, ils parlent pas de transactions par seconde, ils parlaient en blocs par seconde. Bref, si tu t'intéresses pas à l'écosystème ICP, t'es vite perdu. Et là, ce que je constate, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette émission avec vous, c'est qu'on retrouve des termes qu'on connaît. Par exemple, le subnet, c'est un terme qu'on connaît chez Avalanche. Ça fait pas longtemps que je vois cette notion de subnet sur ICP. Donc, throughput, c'est pour parler de bande passante. Jusque-là, je suis. Ensuite, ils disent que les smart contracts sont beaucoup moins chers. Pour eux, ils ont les smart contracts les moins chers. Voilà. Donc, ils se disent d'ailleurs...
combien de fois? 45 millions de fois moins cher qu'Ethereum pour une instruction. Donc ça, c'est intéressant. Je veux dire, si t'es développeur, c'est intéressant. Après, l'effet de réseau, c'est pas trop ça. Il y a quoi d'autre qui m'avait percuté tout à l'heure dans ma pré-analyse avant l'émission? C'était la notion de Proof of Useful Work. Donc là, il dit Internet sont des périphériques qui vont router les informations. Bitcoin tourne sur du Proof of Work. Eux, ils font ce qu'ils appellent du Proof of Useful Work. Si vous tapez Coin Academy Proof of Useful Work, on a un article dédié sur le sujet. Initialement dédié à Flux, mais ça marche avec tout. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en fait un proof of work qui sert à quelque chose. Parce que dans le cas de Bitcoin, il sert exclusivement à sécuriser le réseau, mais cette puissance de calcul dépensée ne sert à rien d'autre que la sécurité. Là, ici, ça va être de la puissance de calcul qui est mise à profit de l'exécution des applications. Donc jusqu'à présent, Jusqu'à présent, je sais que Definity, enfin Internet Computer, c'était des data centers. C'est-à-dire que au lieu de se dire on a des validateurs, c'est des ordinateurs ou des petits serveurs, là on parlait carrément de data centers dans des endroits stratégiques un petit peu à travers le monde. Donc ça centralisait un petit peu la chose. Normalement sur le site d'ailleurs, on peut voir quelque part, on va voir ça tout à l'heure parce que j'ai pas retrouvé la page. On peut voir la map monde avec justement tout. C'est peut-être dans Dashboard. Voilà, c'est ça, c'est dans Dashboard. Vous voyez, donc là, en fait, toutes les zones géographiques qu'on peut voir ici sont des data centers, donc des zones avec des ordinateurs qui sont préparés pour faire tourner justement Definity. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller c'est de reprendre un petit peu un modèle type Amazon AWS, Microsoft Azure, etc. Mais pour du Web 3, avec un écosystème d'applications un petit peu plus complexe que les applications traditionnelles qu'on peut voir sur l'Ethereum Virtual Machine, etc. Moi, à l'époque, j'ai essayé de tester des applications. Et c'est des applications qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, je ne connais pas les nouvelles applications, donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc pour revenir sur cette histoire de Proof of Useful Work, jusqu'à présent, c'était des data centers. Peut-être qu'à un moment donné, n'importe qui pourra mettre son propre ordinateur à disposition du super ordinateur Internet Computer pour pouvoir faire fonctionner le réseau. Il faut vraiment être con pour investir dans ce projet d'arnaqueur. Alors moi, j'en ai marre un peu de ce concept de arnaqueur sur les cryptos. Pour moi, une arnaque, c'est une volonté de nuire. Tu vois. C'est-à-dire qu'une arnaque, c'est on fait un truc. On sait qu'on va niquer les gens, mais on le fait parce qu'on va pouvoir en tirer du plaisir ou de l'argent ou les deux. Tu vois. Mais là, ici, je pense pas. Je pense sincèrement qu'ils sont de bonne volonté. Internet Computer, c'est juste qu'ils ont fait un lancement raté. Donc je vais leur donner leur chance, en tout cas ce soir. Je suis pas payé pour vous en parler, c'est juste que j'aime bien parler de tout le monde. Peut-être qu'un jour, on sera un live sur Cardano, qui sait. InGen Blockchain. Alors, comment ils se vendent? Web2 apps are updated by company. Les blockchains sont mises à jour avec des forks. Internet Computer est mise à jour par une DAO. Ok. Ah, c'est ça, cette histoire de NNS dont on me parlait. Faut qu'on voit ça direct après. Vas-y, on va regarder maintenant. Nervous Network System. C'est une DAO. 100% on-chain. Ok. On va regarder ça. Alors, comment ça se passe? Il n'y a pas une option de traduction français? Elle serait la bienvenue. L'ordinateur Internet ne nécessite pas de fork. Bon, fourche, c'est fork. De fork pour améliorer ses capacités. N'importe qui peut soumettre une proposition pour apporter des modifications. Une fois approuvées par les détenteurs de ICP, ces modifications sont automatiquement déployées. Ok, automatiquement déployées. Ça, c'est important de le noter. C'est pas on vote d'abord et après il y a des devs et potentiellement ce sera jamais fait, personne ne va le vérifier. Donc ça veut dire que j'imagine que pour qu'elle soit automatiquement déployée, ça veut dire que comme sur AAV, tu proposes déjà le code informatique pour déployer la mise à jour. Pour participer à la gouvernance, les détenteurs de jetons ICP reçoivent des récompenses de vote. Ok, très bien. Ce qui s'est passé, je connais un des mecs derrière ensuite, il a revendu 100 packs dès qu'il a pu pour 9 chiffres. Ouais, après, ça c'est ce que tu nous dis, tu vois. Parce que un mec qui sort 9 chiffres, ça veut dire qu'il sort 100 millions, hein. Au moins 100 millions. M'étonnerait qu'il se vante d'avoir vendu son bag à tout le monde. Donc, j'aurais du mal à te croire sur parole, Sidral, tu vois. C'est un mec qui me l'a dit au PMU, ouais, on était en train de boire un boc et on m'a dit ouais, j'ai niqué tout le monde, mais le répète pas. Hein. Aidez-nous à gouverner l'ordinateur internet. N'importe qui peut participer à la gouvernance en envoyant simplement l'ICP au NNS en l'implémentant dans les neurones. Donc vous voyez déjà, il nous parle de neurones. Bon.
Ces neurones doivent être verrouillés pendant une durée précise, sont prises entre 6 mois et 8 ans pour pouvoir voter et gagner des récompenses de vote. Ok. Donc je pense qu'en fait, quand tu envoies des ICP, tu les transfères contre des neurones et c'est tes neurones qui te servent à voter. Mais vous voyez, il y a toujours cette tendance à vouloir réinventer ou créer des noms spécifiques pour se faire mousser. Un peu comme Apple, tu vois. Pour moi, Internet Computer, ils ont vachement voulu se la jouer Apple version Web3 et ça n'a pas forcément réussi. D'où ce que je disais plus tôt dans l'émission, la volonté de reprendre des termes qu'on connaît comme le Proof of Useful Work, etc. Gagner des récompenses de mise. Les récompenses sont distribuées au Bon, bref, on a compris, c'est une DAO, tu peux être payé pour les votes. Très bien. Donc ensuite, on a un dashboard qui est hébergé directement sur ICP, donc c'est bien, on a quand même une page internet qui est hébergée on-chain. IC0.app. Les points app, c'est peut-être pas tout à fait 100% on-chain, parce que le domaine, de toute façon, c'est un domaine web 2, je pense. Je regarde un petit peu les propositions. Node operator, change subnet membership, j'en ouvre une pour voir. En tout cas, c'est très esthétique, c'est sympa déjà. T'as des ID, t'as un peu de code, mais rien de fou. MyCanister, donc ça c'est les smart contracts. Donc lance ton code sur la machine virtuelle. Ouais, donc ça c'est pareil, on testera. Mais en fait, quand tu crées un wallet, tu crées une identité sur l'Internet Computer. Et donc, on va essayer de créer une identité. Voilà, donc si vous me copiez les données de mon identité pour me la voler, si vous voulez, de toute façon, je vais pas mettre d'argent dessus. Donc, on va essayer de créer un wallet ensemble, ok? Donc là, ça vient solliciter un composant de sécurité directement sur mon ordinateur. Et je sens que ça va pas marcher, parce que j'ai pas de clé sécurité. Donc en fait, sur mon PC, je peux pas le faire. Bon bah, je suis niqué. Je suis niqué, il faudrait que j'utilise mon téléphone, mais je l'utilise actuellement en tant que webcam. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, je ne peux pas me créer de wallet sur PC. Je peux le faire uniquement avec mon téléphone. Alors c'est bien, c'est futuriste, du coup, c'est full sécurisé. Parce que je pense qu'il voulait que je branche une YubiKey, un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est un composant que tu achètes qui te permet de pouvoir sécuriser des interactions, comme l'accès à certains comptes, etc. C'est des process que tu utilises par exemple dans les centrales nucléaires, dans le militaire ou dans des entreprises très sécurisées. C'est pas vraiment une ledger, parce que là tu viens pas stocker des clés privées, c'est juste que c'est un composant informatique qui te sert d'authentification à 2 facteurs. Comme ça, en plus de ton mot de passe, par exemple, il faut que tu aies le mot de passe plus la clé branchée pour que ça fonctionne. Ou mieux encore, plus le fait que tu dois appuyer sur un bouton sur la clé pour effectuer une action. Voilà, ça dépend du composant que tu achètes. Il y en a plein, des YubiKey différentes. Il y en a pour tous les goûts, honnêtement, pour ceux qui ne connaissaient pas. En tout cas, on commence bien l'émission. Je ne peux pas créer de wallet. Donc si je ne peux pas créer de wallet, je ne peux pas tester les apps. Je suis bien content. Et si je fais Use Existing... Si je mets iPhone Capet. Ah, c'est des... C'est un nombre. Non, mais c'est pas une question de navigateur. Hein. Ils me demanderont une clé, en fait. Donc cette clé, je l'ai pas. Tu vois, ils me demandent une clé. Le pire, c'est que j'en ai une de YubiKey, mais je sais juste pas où elle est. Parce qu'en fait, ils utilisent la norme FIDO2, je pense. Je sais pas si vous connaissez... C'est une norme pour s'identifier avec différents composants de sécurité... Et si c'est pas FIDO2, c'est 1. Mais tu vois, par contre, il y a TPM. Moi, TPM, je l'ai sur ma carte mère. Hein. Mais ils en veulent pas. Eux, ils veulent une clé. Sinon, t'as soit ton empreinte biométrique, soit ton Face ID, soit autre. Passkey est une norme. Ok. Bah voilà, c'est peut-être une norme concurrente de FIDO2. Bon, on va lâcher ça. Hein. On va rester dans le pur fonda. On testera pas les diaps aujourd'hui. Je m'équiperai pour la prochaine fois. Je me équiperai pour la prochaine fois. En tout cas, c'est un peu trop avant-gardiste pour le retail, visiblement, parce que moi, je suis bloqué. DCVR, c'est une sorte de réseau social de mémoire. On va aller voir quand même si on peut pas... Voilà, c'est un réseau social, assez clean, mais il se passe pas grand-chose. Ensuite, Bistrix, c'est un autre réseau social de mémoire. Continuous Guest, ouais, pareil. Réseau social qui reprend les codes de Twitter, hein, avec un système de tips. Ensuite... Web3 Space for Writers, ok, je regarde rapidement parce que il est la rediff. Normalement, ça devrait aller, mais j'y penserai. Peer Web3 Branding Tool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est des NFT générés par IA? Je comprends pas en fait là. C'est quoi le truc là? Branding Tool for Super Creator. C'est des articles en fait. Ok, c'est un médium quoi.
Ça a l'air d'être un médium avec du contenu. Comment ils le vendent? Là, on est sur Mora. Ouais, c'est ça. C'est un médium. Ok, pourquoi pas. Ensuite, ça, c'est une plateforme pour le financement. Moins d'1 million de distribués. Kinnick, Web3 Search Engine. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? D'accord. Donc, en fait, vous voyez, ça, c'est des domaines qui sont hébergés sur ICP. Donc, on a au-dessus série de caractères aléatoires, pardon, et après on a raw icp0.io qui est un domaine d'ICP. Et donc là, c'est le Google d'ICP. Donc là, j'ai Gigaswap qui est sans doute une application décentralisée hébergée sur ICP. Ok, sympa ça. Ok, on va retourner dans le moteur de recherche. Le bouton retour marche pas trop, donc et ben on va pas retourner sur le moteur de recherche, on va enchaîner. Ensuite, Cubetopia. Ça doit être un Minecraft-like. Ok, donc j'ai mis un pseudo, mais il faut que je connecte un wallet. Mais je peux pas. Ah, c'est un autre type de wallet. Ouais, allez, vas-y, c'est bon, frère. C'est une dinguerie. Bon, là, on est sur un wallet classico. Alors, c'est à quoi comme wallet? Stoic Wallet. Ok. Stoic Wallet ICP. Ok, j'ai ma seed. Continue. J'espère qu'un jour, on aura des process de création de wallet un petit peu plus agréables. Ok, j'autorise. Je suis sur CubeWorld. Mais je peux rien faire. Je rafraîchis la page, mais je crois que ça marche pas, en fait. Ok, donc il me faut obligatoirement ou rejoindre l'île de quelqu'un pour jouer. Donc je peux pas jouer. Bah, c'est de la merde. Voilà, c'est de la grosse merde. Welcome to Plethora. Play now. Là, ça commence vraiment à m'effrayer, hein, ce que je suis en train de voir. Hein. Connecting to server. Ça me gêne. Hein. Là, ça commence à monter, là. Mon meilleur move crypto, je pense que t'en as deux. T'as les jetons Krill que j'avais reçus en tant qu'ambassadeur en 2018 que j'ai gardé jusqu'au bull run. J'ai fait une belle sortie. Et le Juno, le x10 sur Juno. Bon, connecting to server, ça marche pas. J'ai pas envie d'insister. Ensuite, Yumi, c'est une marketplace. Marketplace NFT. Tout ce qu'il y a de plus classique. Avec notamment des métaux précieux type de l'or. Chiku, je sais pas ce que c'est. Le sol à 3$. Ouais, c'est une belle opération que j'ai fait. Chiku, c'est quoi? Metaverse Foundation. World First Open and Decentralized Full Future Metaverse. Tu en penses quoi des stablecoins avec du rendement type USDR? J'ai pas regardé encore le USDR, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans les stablecoins avec rendement. On va aller sur Chiku, voir. Je peux jump, mais je peux pas courir. Ok, bienvenue sur Chiku en tout cas. Ok, donc on a un petit espace métaverse. Ça, c'est pas trop moche. C'est pas non plus exceptionnel. On a un bouton interaction. How to claim Yumi out. Some might participate in the event. Some might your address. Non, bon, on est encore à London 2022, donc c'est finito, quoi. Ça commence à me glacer le sang, hein. Ça commence à me glacer le sang. Excusez-moi, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de souffler, ça me glace le sang, là. Là, c'est chaud, hein. Parce que pour vous redonner le contexte, ceux qui viennent d'arriver dans le live, bon... Moi, je veux bien m'intéresser à la tech d'ICP. Il n'y a pas de souci, je vais continuer à le faire. Je ne vais pas m'arrêter au DIAP. Mais bon, ce qui fait l'effet de réseau sont les DIAP. On vient de faire le tour des DIAP qui sont mis en évidence en page d'accueil. C'est-à-dire que ça, c'est le top DIAP en termes d'utilisateurs. Ben, SAR, ça fait tiep. Hein. SAR, ça fait tiep de fou. Hein. Ok, donc ça donne pas envie. Fais voir, on va regarder vite fait les jeux. C'est histoire de souffrir un peu plus, tu vois. Et fais-moi une démo, Bon, le temps que ça charge, qu'est-ce qu'on a là? Play. Non, ça, je testerai pas ça. C'est quoi, un jeu de cartes? Oh, le chargement, il est infect. Y a rien qui charge, gars. Y a rien qui charge. Out of the Web 2 box. Là, ça charge pas. Ça, c'est quoi? C'est une marketplace. Ça n'a rien à voir avec les jeux, en fait. Et ça charge. Bon, ça marche pas. Invalide data. Lui, il marche pas. Lui, il marche pas.
C'est une blague. La vie de ma mère. Et je surréagis pas, hein, c'est un sketch. Hein. Attends. Coupe le son. J'ai tout pété sinon. Stoic Connect. On a, voilà. Déjà, on a le wallet, c'est bon. Stoic Connect. On vient de se connecter, frère. Donc, ça marche pas, frère. Il y en a pas une qui a marché. On en a ouvert 6, je crois. 5 ou 6. Lui, il charge. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis choqué. Hein. Parce que là, on est quand même sur la page écosystème. Hein. ICP, là c'est très chaud hein, ce qui est en train de se passer. On est sur le top 32. Hein. Cutting Edge Fashion-Centric Gamified Metaverse. Alors là, on va y aller. Hein. Si c'est du Cutting Edge, j'attends de voir ça tout de suite, hein, frérot. Pourquoi il y a des animations dégueulasses et tout, putain. On a un shop avec des NFT, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Inventaire, profil, on m'a dit il y a un métaverse, donc je me déplace quand en fait? Parce que là j'ai une vidéo en fond, c'est bien, il y a des trucs de mode, où en fait on a le contrôle sur rien, puisque c'est du contenu qu'on subit. Il n'y a pas de métaverse là. Il y a les vidéos, bon déjà ça marche. Déjà ça marche. Vas-y, je me casse. C'est en train de me rendre le ouf là. Zond Alex Unreal, Gaming Development Community. Ok, bon, il n'y a rien. Il y a rien, c'est... Du coup, on va prendre BoomDAO que je trouve extrêmement moche. Au moins, peut-être que lui, il va fonctionner. Et lui, après, il a chargé, donc on va l'essayer. Mais montre-nous tes trades. Ah, mais j'ai pas de trade depuis février 2022, gros. Donc, j'ai rien à montrer. Hein. J'ai rien fait depuis très très longtemps. Become a DAO member. Mais je veux pas être un DAO member, moi. Donc, t'as un launcher. Oui, donc on en revient au jeu de merde qu'on a essayé de lancer juste avant, en fait. Donc, c'est de la merde. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils se foutent de ma gueule. Sans déconner. On peut rien tester. Il y a rien, c'est du vent. Donc, on va tester celui-là. Ok, comment je me déplace Graphics Settings, bah... Là, c'est du lourd, hein, c'est normal. Comment je me déplace? Bon, lui, il marche. Lui, au moins, il marche. Après, est-ce qu'on s'amuse une simple seconde pas trop. Regardez les animations. Regardez bien la vitesse de l'animation. Regardez bien la vitesse de l'animation. Allez. Ça me glace le sang. Ça me glace le sang. C'est vraiment une dinguerie comment on se fait gerber à la gueule. Hein. On se fait gerber à la gueule. Hein. Bon. Cloud 3.0, Web 3.0, Web3 ID. Ok, très bien, du coup. Donc une superbe capacité transactionnelle. On peut faire plein de transactions. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. C'est pas cher. Très bien, pas de souci. Donc il va le faire un ordinateur décentralisé, géré par une DAO. Open chat. Bon, ça, c'est un chat, il marche. J'ai déjà essayé, il marche. Faut juste que les gens se prêtent au jeu, mais... Relation... social relation individual... Ok. Donc, c'est un truc pour émettre des solvent tokens, donc des tokens uniques, non transférables. Ensuite, on a un DEX. Ensuite, on nous parle d'un DEX avec DeFi 3.0 dans le nom. Franchement, les gars, DeFi 3.0. Parce que... Mais... Si, ordinateur décentralisé, c'est déjà Ethereum, mais Ethereum, t'es limité par l'Ethereum Virtual Machine. Parce que t'as déjà vu des applications très complexes à part de la DeFi tourner sur Ethereum. Pas vraiment, tu vois. C'est là où j'attendais ICP au tournant. Parce que je sais pas à quel point des données sont stockées on-chain. Normalement, tu peux stocker beaucoup plus de données, des données plus complexes on-chain. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu le moindre cas d'usage permettant de le faire, à part des réseaux sociaux. Réseaux sociaux que tu pourrais... gérer de manière un peu plus centralisée avec Ethereum parce que tu aurais un back-end et des serveurs hébergés très généralement sur du Amazon et pas spécialement sur des infra Web 3. Mais bon, on n'a pas vu d'application spécifique. Parce que ouais, ils disent on peut faire tourner le Nasdaq, on peut faire tourner Coinbase. Pour le moment, ils font du 5000 transactions secondes. Donc le Nasdaq, c'est pas 5000, c'est 50 000. Hein. Facile. Attends. Nasdaq... Voilà, 20 000 transactions secondes. Donc tu fais pas tourner le Nasdaq. Hein. Donc c'est des mythos. Transparent Sustainable Blockchain. Ouais, très bien. Sol pourrait faire tourner le Nasdaq, non. En l'état, non.
Non, parce que si tu vas, je crois que c'est sur solana.fm, t'as pas de pic d'usage de Solana. Hein. Mais tu vois, regarde, transactions par seconde, t'en as 4400, mais les vraies transactions par seconde en chute à 365. Pourquoi? Parce que les 3700 transactions à part, c'est des transactions de gouvernance. Les seules vraies transactions de NFT, smart contract, envoyer de l'argent, etc., tu vois, on descend à moins de 400. Donc je pense que Solana peut faire du 1000, mais pas plus. Pas plus. Peut-être que tu as des layers d'eau qui peuvent envoyer un peu plus du stack que Solana, mais je sais pas. Je m'attends à ce que Starknet évolue bien. Après Starknet, ils ont fait un pic à 120 transactions secondes. Ils l'ont annoncé l'autre jour. C'est déjà beau 1000 transactions secondes. On était sur du... Et ça, c'est un pic de transactions secondes. Hein. Ça, c'est un pic, hein, 126. Ça veut pas dire que tu tournes en constat à 126. Et après, il y a moyen que tu as des StarkEx un peu plus centralisés qui sont un peu plus performants. Je dispose de 100$ de Sandbox, je pense acheter un terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire parce que The Sandbox c'est quand même backé par du très lourd. Ça, c'est véridique. Le problème, c'est que tu as quand même plus de 120 000 terrains. Hein. 24 000 honneurs, 164 300 terrains. Donc la valeur réelle d'un terrain, je sais, il y a des terrains de différentes tailles, etc. J'aurais du mal à te la donner. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'étais tenté d'en acheter pendant le bull run. Donc ça, c'est quoi? Tu vois, on a eu des terrains qui sont montés jusqu'à 4 Ethers le terrain. Et là, on est actuellement à 0,28 Ethers le terrain et ça ne fait que fondre. Et ça ne fait que fondre pour retrouver les niveaux de avant le bull run. Pourquoi? Parce qu'il se passe quasiment rien et que c'est pas open. Ça va devenir open. Il va se passer des trucs, tu vois. T'as beaucoup de marques qui se prêtent au jeu. Je pense que ça donnera quelque chose. Mais voilà, c'est un pari comme un autre achat, hein, de toute façon. Donc il y a du pour, il y a du contre, Franck. Moi, je te dirais juste que ça peut continuer de fondre. Mais que The Sandbox, c'est un des projets les plus sérieux de l'écosystème. Play to Earn, je parle là. Parce qu'ils ont un éditeur, ils ont un jeu qui est quand même jouable, ils ont des partenaires, ils ont quelque chose. Et c'est en investisseur, ils ont Animoca Brands qui est quand même un très beau fonds, qui a produit des jeux et qui produit encore des jeux et aussi qui fait des investissements dans le Web3. Il y a une interview sur Animoca Brands d'ailleurs qui va arriver sur la chaîne de Coin Academy que j'ai faite. Gala, c'est sérieux, hein. Gala, il y a le drama en ce moment, mais Gala Games, c'est quand même assez sérieux. Il y a des jeux qui sont sympas. Le jeu de Tank, par exemple, il est sympa. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, Spider Tank, il est sympa. Il y avait quoi que j'avais vu qui avait l'air vraiment sympa? Tavern Games, il me semble. Voilà, Mirandus Tavern Games, ça avait l'air sympa. Mais c'est toujours en développement, quoi. Non, c'était pas celui-là. Non, oubliez ce que j'ai dit, c'est pas celui-là. Faut regarder un petit peu les jeux. Voilà, là, t'as Mirandus, qui est pas Tavern Game. Mirandus tout court. Visuellement, ça a l'air de claquer, tu vois. Après, c'est du teasing, hein. Tu connais le jeu Polyland? Ouais. Enfin, le Polyland, c'est un métaverse. Et c'est un studio. Sinon, je connais le jeu Revenge, si c'est ça la question. J'y ai joué hier, tu vois, à Revenge. Je fais 27 manches. Voilà. Donc, des blockchains qui envoient de la grosse transaction par seconde, en pratique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. T'as Avalanche, t'as quand même Solana qui en fait quelques centaines, qui est, je pense, capable d'en faire quelques milliers. Les Layer 2, Optimistic, je pense qu'il y aura de la perf aussi, genre Optimism et tout. Faut juste les saturer, quoi. Parce que si tu vas sur L2Bit, on dévisse un petit peu. On était sur ICP, on va retourner sur ICP, mais là, si tu regardes un petit peu l'activité, tu peux voir qu'en daily, on fait du 11. On a fait des pics ici à 15, ici à 22, ici à 31, ici à 40. Et alors, vous voyez, le pic Starknet à 126, il n'est pas noté ici. Hein. Immutable X, ça tourne sur la même tech. C'est une tech de Starkware. Hein. Donc voilà, on est à 40. DYDX, on a que 11,45. Ok. Et voilà, on est sur quelques dizaines de transactions secondes. Hein. Et au global, tous layers 2 compris, vous voyez, on est sur 45 transactions secondes. Hein. Donc pour le moment, on a de la marge. Rendez-vous compte, hein. Je répète l'info si jamais c'est pas monté au cerveau. Tous les layers 2 compris d'Ethereum, on est à 45 transactions secondes. Solana en fait 350. Just saying. Aptos et Suisse, ça doit être pareil que Solana. Demain, je reçois Abdel à 17h30, ouais. Voilà, on retourne sur ICP. Est-ce qu'on va apprendre d'autres choses? Si je vais dans Learn, ouais, ICP, on sait ce que c'est, comment ça marche, on a vu que c'était des data centers. Après, on a un wiki, on a une roadmap, on va regarder ça vite fait. Node provider, users, managing ICP, staking, etc. Ouais. Et le wiki, tiens, c'est intéressant. Le wiki, il est pas host sur ICP. Hein.
On reste quand même sur Google, hein. Video library, donc après c'est les interviews avec des beaux plateaux et tout, ok. On s'en bat les couilles. Ensuite, roadmap. Core protocol, ok, bon, ils disent être à 43% de la vision du white paper, ok. 8% des efforts ont été dévoués aux utilités et au diable, bah ça se voit un peu qu'on est qu'à 8%, parce que tout à l'heure, quand on a testé, c'était chaud. Hein. C'est quoi l'importance des transactions par seconde? Excellente question, ça. On va répondre ensemble. Alors, je vais donner des approches par l'exemple, parce que c'est mieux comme ça. L'importance, c'est quoi? C'est que quand tu prends un Ethereum, un Tezos, un Cosmos, un ICP, peu importe, il faut voir ça comme un ordinateur que tout le monde se partage. Donc ça veut dire que plus on est nombreux à faire fonctionner des applications, à faire des transactions, etc., et plus l'ordinateur, il va devoir se partager, et potentiellement, plus il va être limité en termes de ressources. Tu vois, je prends un exemple, c'est mon propre ordinateur actuellement. Qu'est-ce qu'on a sur mon ordinateur actuellement? On a Google Chrome, mon logiciel de stream. Ensuite, on a le gestionnaire de bureau pour l'affichage. On a Discord que j'ai ouvert, mon logiciel de webcam. Bref, tous ces logiciels qui fonctionnent en parallèle. Et tu vois, là, actuellement, je suis sur une capacité de 20% au niveau de mon processeur, 30% au niveau de ma RAM. Et on n'a pas la capacité de la carte graphique, mais probablement pas grand-chose. Je vais te le dire ça tout de suite. Tu vois, vidéo décode, on est à pas grand-chose, on est à 10%. Et la 3D, donc tout ce qui est rasterisation, etc., je suis à 30%. Okay. Donc imaginons que je partage mon ordi pour faire des rendus vidéo, faire un deuxième stream, un troisième stream, ouvrir plus de trucs. Au bout d'un moment, le PC il arrive à saturation. Et donc qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à saturation sur la blockchain? Bah ça bug. Donc l'idée, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, etc., c'est que pour éviter que ça bug, en fait, plus tu as de l'usage sur la blockchain et plus tu vas payer cher. Pour qu'en fait, tu n'arrives jamais à saturation, c'est simplement que les gens vont payer de plus en plus cher pour que leurs transactions à eux passent. On a eu par le passé, dans le cas de Solana, des pics de transactions absolument phénoménaux, de plusieurs centaines de milliers de transactions par seconde, en comptant bien entendu les transactions de gouvernance. Et la blockchain avait sauté, parce que Solana ne fonctionne pas comme Ethereum. Ethereum ou Bitcoin, tu vas payer des frais de plus en plus chers, de sorte à ce que tu n'arrives pas à saturation. En fait, Solana, les transactions, il les prend, jusqu'à que ça implose. Et quand ça implose, la blockchain se met en mode sécurité. Elle se coupe, en fait, pour pas que les fonds des utilisateurs soient à risque. Et il faut qu'il y ait un redémarrage manuel de la blockchain. Donc c'est un fonctionnement qui est différent. Sur Internet Computer, je ne sais pas, mais Internet Computer a jamais lâché. Pour revenir à cette histoire de transactions par seconde, envoyer de l'argent, c'est une transaction. Minter un NFT, c'est une transaction. Écrire des informations sur une base de données, c'est une transaction. Tout ça, c'est des transactions. Donc en fait, plus tu as de transactions par seconde, en théorie, et plus tu vas être capable d'accueillir de personnes. Twitter, je sais pas si on peut parler de transactions par seconde pour un réseau social, mais... Every second, donc déjà on a 6000 tweets par seconde. Juste des tweets. Hein. Il y a aussi les likes, il y a aussi les messages privés, il y a quoi d'autre? Les reposts. Tout ça, c'est de la transaction. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu exécutes une opération sur une application... Excusez-moi, il n'y a plus de son. Voilà, tout ça, c'est des requêtes, tout à fait. Donc, à chaque fois que tu t'écris un tweet ou quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en gros, côté base de données, ça veut dire Capet a fait telle action... Donc, écris cette action, écris ce tweet, écris la date, écris tout ça. Tout ça, c'est des écritures, c'est de l'opération par seconde, finalement. Donc, ça peut commencer à aller très, 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 très vite. Donc, déjà, tu vois, on est à 6000 tweets par seconde, sans compter les likes, les reposts, les DM, etc. Twitter ne tourne pas sur Internet Computer. Jusqu'à preuve du contraire. Sauf si là, ils nous disent que c'est des transactions en temps réel, avec ce qui se passe déjà sur Internet Computer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a vu un réseau social où il se passait rien. Voilà. Voilà. Donc quand ils nous disent en théorie tout ça fonctionne sur Internet Computer, j'aimerais bien voir ça, tu vois. On n'en fait pas un peu trop ou trop en avance sur les TPS? Non, on n'en fait pas trop. On n'en fait pas trop, bien au contraire, parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire. Tu vois. La preuve en est. Twitter, tu peux pas le faire. Facebook, tu peux pas le faire. YouTube... Alors là, YouTube, pour le moment, t'es pas prêt de le faire sur la blockchain. Donc, on a un besoin en capacité de transactions par seconde, c'est-à-dire en parallèle
à absorber des informations. Et on a un besoin de latence basse. Et ça, on commence à y arriver. On avait listé l'autre fois pas mal de blockchains qui permettent de faire des transactions en moins d'une seconde. Bah, c'est le cas notamment d'Internet Computer normal. Voilà. Donc on n'en fait pas trop, justement. C'est juste que pour le moment, on est limité techniquement. Donc cette limitation technique fait que ce qu'on va écrire sur la blockchain, c'est un nombre limité d'informations. Pour ce qui est de Visa qui fait uniquement du paiement, Visa, on est sur du... Ouais, on va dire 2000 transactions secondes. Voilà, donc ensuite ICP, est-ce qu'on peut encore absorber quelques informations avant de se barrer avec le dégoût et le sentiment de s'être fait niquer, même si on n'a pas dépensé d'argent ce soir, juste notre temps. Apparemment, ICP a été connecté à des nodes Bitcoin, okay, donc tu peux faire de la DeFi sur Bitcoin par le biais d'ICP. Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Tiens, ça j'aimerais bien le savoir. ICDEX. World first. Bon déjà... Le premier DEX au monde, totalement on-chain, avec un order book. Ok. Et DYDX, non, hein, du coup. N'existe pas DYDX, ok. Oui, mais du coup, DYDX, il est pas en mainnet. C'est vrai, c'est vrai. Allons voir du coup ce petit DEX, à quoi ça ressemble. On n'enchaînerait pas avec Cardano. Faudra que je fasse de la pré-analyse sur Cardano pour que l'émission soit intéressante. Notamment au niveau des layers 2, ce genre de choses. Bon, bah il marche bien, ICDEX. Alors, c'est le world first. C'est le premier DEX totalement on-chain, mais il marche pas. Bizarre. C'est con, ça. Ou alors, c'est pas le bon domaine. Parce qu'ils disent que ça s'appelle IC Lighthouse. Et il y a moyen que c'est juste que ça ne redirige pas sur le bon domaine. Voilà. Donc, ça veut dire que le site internet d'Internet Computer n'est même pas à jour. Ouais, maintenant c'est iclight.io. Donc le site internet d'Internet Computer n'est pas à jour. C'est bien. Il faudrait encore que je crée un autre wallet là. On va en créer combien des wallets là? D'ailleurs, c'est un wallet spécifique à ICDEX. Bizarre, non? Parce que là, on n'a pas de nom de wallet. Ok, nous voilà sur l'ICDEX. On choisit un réseau. Donc on a soit Internet Computer, soit Bitcoin, soit le réseau de testnet d'Ethereum. Donc, c'est-à-dire que l'intégration Ethereum, ils l'ont toujours pas fait. Depuis le temps qu'ils nous bassinent avec ça, ils l'ont toujours pas fait. Bizarre. Donc, c'est totalement on-chain. Le site web est à dégueuler, mais c'est de la DeFi 3.0. Hein. Souvenez-vous, hein, DeFi 3.0. ICDEX, c'est de la DeFi 3.0. Quand est-ce qu'on aura un order book sur Osmosis? Je sais pas du tout, bonne question. Ensuite, donc, bah, on a vu que l'intégration avec Ethereum, elle n'est pas totalement prête. EVM on Internet Computer, donc c'est toujours pas ready. J'avais noté un truc par rapport à ça. Ici. Ils ont fait un teasing. Ouais, ils ont juste fait un tweet de teasing en juillet, mais c'est tout quoi. Il y a R. Hein. C'est pas live du coup. Pour la DeFi 3.0, faudra repasser. Ensuite, HTTPS Hot Calls. Ok, des smart contracts qui vont se connecter directement au Web 2, bon, bah, comme le fait des oracles type Chainlink, hein, j'ai envie de dire. Oui, bah en fait, c'est ce qu'il nous explique ici, The Oracle Problem. Alors, quel est le problème des oracles? Explique-moi. Oui, donc il nous explique que les smart contracts ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur, donc il faut des oracles. Et donc qu'on interagit avec des oracles centralisés. C'est assez vrai, j'avoue, c'est assez vrai. Mais eux sont différents du coup, eux c'est décentralisé. Ok. Donc t'as les smart contracts, t'as les oracles décentralisés, jusqu'à une certaine mesure, j'imagine. Après, système d'identité, donc ça on a compris, les identités. Soit avec la passkey, donc... Ah bah voilà. Ouais, je vous disais que ça utilisait Fido. Je connais bien mes classiques. Ensuite, private keys remain inside TPM chip. Mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que là, tout de suite, je suis sur un ordinateur qui a un module TPM 2.0. Sur mon BIOS, j'ai activé le TPM 2.0. Si vous voulez, c'est une petite... c'est un petit composant de sécurité. Voilà. C'est un petit composant de sécurité supplémentaire pour éviter les piratages, ce genre de choses. Et je ne peux même pas l'utiliser pour me connecter. Donc je branche une YubiKey ou alors il faut que je branche mon téléphone. Donc au final, on a fait le tour. Après use, il va nous expliquer ce qu'on sait déjà. CKBTC, donc du coup c'est le fait qu'ils ont intégré
Bitcoin à Ethernet Computer, ça c'est à peu près clair. Bon, DNFT, DeFi, ok. SNS, c'est leur système de DAO du coup. Échange des jetons ICP contre des neurones et ces neurones servent à voter. Truly decentralized, ouais. Voilà, donc leur seule vitrine du coup c'est OpenChat, qui est un chat totalement on-chain. Il n'y a qu'une app en fait. Hein. Open Internet Service keeps all its code, user experience on-chain. Donc là, ouais, c'est un petit Telegram totalement on-chain. Ok. Eux, ils se comparent à Slack du coup. Ensuite, ils ont une vidéo sur YouTube de 5600 vues il y a 9 mois. Bah, en tout cas, l'analyse fondamentale aurait été complète. C'était pas le plus rigolo. J'avoue que j'aurais aimé être agréablement surpris, mais là, c'est un peu difficile de défendre les mobs maintenant que j'ai tout compris. À peu près tout compris. Donc l'idée, c'est quoi, au final? C'est d'avoir un système un peu plus performant, utilisant des technologies de pointe en termes d'identité en ligne. Enfin, de pointe. Moderne, on va dire, d'identité en ligne. Bridger avec Bitcoin puis Ethereum plus tard pour pouvoir se ramener de la communauté crypto. Se vanter d'être totalement décentralisé, ce que je crois, jusqu'à une certaine mesure, parce que ça reste quand même des data centers. Le problème, c'est qu'on a vu que les DApps sont vraiment nuls, quoi. Les DApps sont nuls. Donc il y a plusieurs choses à se dire. Soit les gens sont fâchés et ceux qui ont envie de faire des belles applications se disent j'ai pas envie de le faire sur ICP parce que c'est bad buzz, mon app elle va pas marcher. Ça s'entend. Ou alors, ça veut dire que développer sur ICP, c'est le bordel aussi. Et ça, c'est possible. Et à ce moment-là, c'est bien, t'es décentralisé, t'es performant et tout. Mais si c'est un calvaire de développer chez toi, voilà quoi. Donc moi, je crois ce que je vois. Ce qu'on a vu ce soir, c'est que les apps, elles puent la merde. Ça, c'est factuellement vrai. Donc, on a des belles performances qui nous sont vendues, des frais extrêmement bas qui nous sont vendus, mais l'expérience utilisateur pour la création du wallet et de l'identité, elle pue la merde. Les apps, elles puent la merde. Donc là, j'ai pas parlé du prix de jetons. Je ne parlerai pas du prix de jetons, ça c'est autre chose. Toi-même, tu sais que la full décentralisation est une utopie aujourd'hui? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, ce qu'il faudrait, je vais te dire, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une blockchain en proof of work, parce que je crois que je suis de plus en plus convaincu, et je me suis laissé convaincre, que le proof of stake c'est une mauvaise idée pour la décentralisation. Donc il nous faudrait une blockchain en proof of work, comme l'a été Ethereum avant le merge, avec, si possible, un block time beaucoup plus sous contrôle, comme c'est le cas de Kaspa. Mais Kaspa, c'est pas une plateforme de smart contract. Kaspa, c'est juste un Bitcoin bis avec un block time plus court. Donc il nous faudrait ça, mais en mode computer décentralisé, et s'assurer que t'aies pas de point de centralisation au niveau des clients d'exécution, au niveau des clients de consensus, ce genre de choses. Comment tu fais sur la puissance de calcul des serveurs? Bah, tu essaies d'inventer un système en mode proof of useful work. Et peut-être que tu imposes dans ton consensus un minimum requis en termes de performance pour être en capacité de gérer. Il y a effectivement Nervos Network en proof of work. Ouais. Je sais pas trop ce que ça a donné. Je sais qu'il y a énormément de VC sur le coup. Que c'est extrêmement complexe et désagréable à comprendre. Nervos, c'est un calvaire à comprendre. Je l'ai toujours pas compris. Hein. En gros, si vous voulez, vous avez un block space qui est limité sur Nervos. Donc vous dépensez du jeton CKB pour pouvoir exploiter ce block space. C'est penser multi-chain, c'est penser proof of work, mais c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué. Et pour le moment, comme à peu près toutes les altcoins, c'est la crise au mec. On est sur un beau moins 94% depuis le top. Je lis vos messages. Dinex, tu as déjà review Dinex, j'ai regardé rapidement. Ouais, c'est comme Flux, c'est du proof of useful work. Voilà, ça c'est des projets qu'il faut surveiller rapidement. Je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. De faire des super ordinateurs décentralisés en proof of useful work. En gros, il faut qu'on aille plus loin que ce qu'a été Ethereum en proof of work. C'est-à-dire là, tout de suite, dans mon ordinateur, j'ai un très bon processeur i7 13700K. J'ai de la très bonne RAM. J'ai une très bonne carte graphique. Il faudrait être capable d'avoir un super ordinateur décentralisé qui tire vraiment profit de ses capacités pour faire du computing. Le problème, c'est la latence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir où placer le curseur en termes de centralisation, parce que sinon, tu auras toujours la latence du réseau, donc tu es limité par la vitesse de la lumière, et tu es limité par la qualité de ton code informatique et de ton consensus. Donc voilà. C'est pour ça que sur une émission précédente, on regardait Layer N, On-Chain Finance and Scale, ok.
Eux, à l'époque, ils nous disent toujours qu'ils ont une latence inférieure à 50 millisecondes. Comment c'est possible? Parce que là, si je ping Tokyo, j'ai plus de 50 millisecondes. Hein. Donc je vois pas trop comment c'est possible. En tout cas, on a plus d'infos que dans l'émission précédente. NIVM... J'aimerais bien en parler avec... Abdel de ça, là. Parce que sur le papier, c'est une dinguerie, hein, ça. C'est un roll-up surpuissant, en fait. Ah, mais en fait, c'est aujourd'hui qu'ils ont donné des nouvelles. Ah, ok. Pour ceux qui regarderont l'émission, je vous laisse le lien. Je vais me le noter pour la masterclass du week-end prochain. Je lis 2 secondes ce qu'il raconte, excusez-moi, parce que je pense que là, ça peut nous intéresser. On s'est tellement fait torturer par ICP que là, ça peut être sympa. Alors, ils veulent faire un système de paiement, enfin financier. Donc il y a du ZK, il y a de l'optimisme, ok, c'est modulaire, c'est frais bas, avec très grosse capacité transactionnelle, latence ultra basse, ok, comment? Le premier layer fait uniquement pour la DeFi, encore un, ouais, low latency. Donc tu peux développer un nombre infini de roll-up, avec des environnements d'exécution pensés pour les performances, pensés pour la composabilité aussi, c'est-à-dire l'interconnexion entre les deux. Ensuite, pour maximiser les performances, ils utilisent le langage Rust. Ok, donc RIS0 à surveiller aussi. C'est une technologie dont on va entendre parler de plus en plus. J'aimerais bien demander à Abdel aussi. Leur design hybride, donc quand tu parles d'hybride, c'est que tu as de l'optimism et du ZK. Des transactions 1000 fois plus petites qu'Ethereum, donc ils se disent là aussi encore beaucoup plus bas que les concurrents. Ok. Les données sont stockées sur EigenLayer et pas sur Ethereum, du coup. Donc ils vont faire un DEX avec du spot, du perp. Ok, stylé. Ils vont faire un roll-up EVM. Donc il y en aura un qui sera pas EVM et un qui sera EVM, j'imagine, du coup. Custom Execution Environment. Ok, donc tu peux faire des roll-up dédiés. Très bien. Et si on revient sur le site, il y a un séquenceur, oui, très probablement, c'est obligé, qui sera probablement centralisé d'ailleurs. Donc ils se disent 100 fois plus performants que Solana, 10 000 fois plus qu'Ethereum. 100 fois plus que Solana, ça veut dire qu'ils sont capables de taper du... Pareil, Starknet, ils sont pas à jour. Hein. Quoique si, ils sont à jour. Donc ça veut dire qu'il faut du 10 000 transactions secondes là. Il faut plus de 10 000 transactions secondes avec une latence inférieure à 5 millisecondes là. C'est une dinguerie, hein. C'est beau. C'est beau ce qu'ils nous racontent là. Maintenant, on verra dans les faits, mais... J'aimerais bien voir ça, je me laisserai pas berner. Donc voilà, Layer N, vous l'avez vu ici, vous l'avez vu dans une émission précédente, à surveiller. Maintenant, les copains, j'ai une question pour vous là. ICP, c'est bon, on a fait le tour. Je vais faire un tournoi Counter-Strike le samedi 16 juillet, en partenariat avec Ultra, ça va être le premier tournoi. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous dans le chat qui jouent à Counter-Strike Global Offensive? Et si oui, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous êtes dispo pour le samedi 16? Le programme, c'est quoi? Bon, vous le savez, je suis ambassadeur Ultra. Donc, mon rôle, c'est de faire venir des utilisateurs sur Ultra qui vont tester l'écosystème, qui vont acheter des jeux, se prêter aux jeux, etc. etc. Ah, Undead Block, mise à jour. Ah, cool. Peut-être que je vais pouvoir le lancer, celui-là, d'ailleurs. Donc, pour le moment, comme leur jeu AAA n'est pas encore sorti et que il n'y a pas des jeux qui sortent toutes les semaines, etc. Là, on pousse un peu le marketing sur la partie plateforme de tournois. C'est des tournois qui ne sont pas exclusivement sur des jeux ultra. Tu peux très bien avoir des tournois sur des jeux Web 2. Je vous invite d'ailleurs, ça vous intéresse, à participer au tournoi. Il y a de l'argent à la clé. Et vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent de départ. Donc si vous voulez vous inscrire sur Ultra, voici mon lien. N'hésitez pas à le faire. Moi, ça me soutient. Vous, ça vous coûte rien. Et donc, pour le tournoi Counter-Strike, je vous dis un petit peu comment ça va se passer, comment je vois les choses. L'idée, c'est qu'on fasse un truc sympa avec 40 joueurs. Donc ça va pas être un tournoi de dingue. Hein. Il y aura 500 $ à la clé. Ça va être des 500 $ sous forme de jetons ultra. Avec des dollars pour les premiers et les seconds. On fera d'autres tournois avec du cash price, etc. C'est qu'il faut bien commencer par quelque chose. Moi, je me suis rapproché d'un admin qui a bossé avec ESL, je crois, avec le SWC et la Gamers Assembly. Donc quelqu'un qui sait monter des serveurs sur CS, qui sait gérer des serveurs sur CS. Donc là, j'ai des serveurs à disposition. J'en ai 4 qui tournent sur une seule machine, donc on pourra faire tourner 4 matchs en parallèle. Comme on sera 40 joueurs, il y aura 8 équipes de 5 joueurs. Comme sur une map, tu fais tourner 2 équipes, on est bon du coup. Comme je vous ai dit, j'ai 4 serveurs, 2 équipes par serveur, on est à 8, on est bon. Pour que ça fonctionne bien, je vais avoir besoin que vous créiez un compte sur Ultra. Pourquoi? Parce que vous en aurez besoin d'une pour vous inscrire au tournoi et de 2 pour que je vous envoie un NFT
qui vous permettent de participer au tournoi. Le NFT, je le mine cette semaine, je ne l'ai pas encore fait. Ensuite, j'ai besoin que vous vous connectiez au Discord de Coin Academy. C'est quoi Counter-Strike, un jeu de ultra? Non, non, non. Le Counter-Strike, c'est le jeu de guerre le plus connu. Attends, j'ai mis... Pourquoi j'ai dit 16 juillet? Oui, 16 septembre, pardon. Je sais pas ce que j'ai avec ce mois de juillet. Non, 16 septembre, ok. Et voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que moi, une fois que vous avez créé votre compte Ultra, vous êtes connecté au compte Coin Academy, on va pouvoir... c'est Coin Academy Club, c'est normal ça? Oui, tout à fait. Il y a une partie gratuite hein, sur le Coin Academy Club. En gros, moi, je vais pouvoir discuter directement avec vous sur Discord, répondre à vos questions, etc. Je vais pouvoir collecter votre Steam ID. Il faut savoir que quand vous avez un compte sur Steam, vous avez un ID. Tu arrives sur Steam, tout en haut, là, tu as détail du compte. Tu as ton pseudo et tu as un ID Steam comme celui-ci. Moi, en fait, j'ai besoin de cet ID Steam. Parce que j'ai besoin de le noter sur le serveur de la compétition pour whitelister les gens, pour pas qu'on vienne nous embêter à se connecter à nos serveurs, à foutre la merde, etc. Donc c'est pour ça que j'ai besoin que vous vous connectiez au Discord et que vous créez un compte sur Ultra. Comme ça, moi, sur Ultra, je vais pouvoir vous envoyer un NFT et grâce à ce NFT, vous aurez le droit de participer au tournoi. Qui y aura à ce tournoi? Principalement des gens de ma communauté, mais pas que. J'ai envoyé des messages à des collègues. On devrait avoir Rocknar, pour ceux qui ne connaissent pas. Rocknar, c'est un créateur de contenu sur CS. C'est un bon collègue qui est spécialisé dans Counter-Strike principalement. On aura peut-être Manubot, qui était un des deux commentateurs... de CSGO. Attendez, pourquoi je le retrouve pas? Donc Manu, qui était commentateur CS à l'époque de l'ESWC avec CND. CND est toujours commentateur des majors de... notamment du dernier major de Counter-Strike. Lui, c'était son collègue. Il sera sûrement là. J'essaie d'avoir aussi Sixer. Ça, c'est pas sûr. Sixer qui était chez Team LDLC. Pour ceux qui connaissent pas, très très bon joueur de CS. Et XPG, qui est pareil, joueur semi-professionnel, peut-être même professionnel. Je crois qu'il a joué aussi chez Team LDLC à un moment donné. Donc on aura quand même des bons joueurs. Le but, c'est quoi? Il n'y aura pas Zaiwood. L'idée, c'est pas qu'ils montent une équipe de 5 qui équivaut à boss. L'idée, c'est que justement, je mélange des gens de ma communauté avec des gens qui savent jouer. Comme ça, non seulement vous vous amusez, mais en plus, vous apprenez des choses. Vous voyez? L'idée, c'est quand même que ce soit sympa. Et je me suis dit, si je fais venir que des gens de ma communauté, on va avoir un niveau absolument éclaté. Ce sera presque pas drôle parce que suffit qu'il y en ait 2-3 de la communauté qui touchent. Ils vont se faire démolir par les autres, tu vois. Donc, voilà. L'idée, c'est ça. J'essaie d'avoir d'autres personnes. Tout le monde n'était pas là. De toute façon, on fera d'autres tournois. Mais j'essaie d'avoir des gens qui touchent sur le jeu. Donc, je répète, si vous voulez participer au tournoi, c'est très simple. Déjà, je vous envoie ça. Je vais refaire une communication dans la semaine, je vais faire une vidéo dédiée aussi sur ma chaîne YouTube. Bon, déjà, il y aura la rediffusion de cette vidéo, mais je ferai une vidéo dédiée propre sur ma chaîne YouTube. Vous créez un compte sur Ultra, vous venez sur le Discord Coin Academy, vous prenez le rôle gaming pour qu'on puisse échanger ensemble. Ensuite, je vous demanderai votre Steam ID directement sur Discord. Une fois que ça c'est bon, moi là, cette semaine, je crée les NFT, je prends votre ID Ultra, donc je vous demanderai probablement d'aller dans Wallet. Une fois dans Wallet, de me donner votre compte wallet pour que je puisse vous faire une transaction avec le NFT pour que vous puissiez accéder au tournoi. Le tournoi, je ne l'ai pas encore créé, je vais le créer sous peu, c'est juste qu'il faut que je crée les NFT en avance. Voilà, pour pouvoir le rendre token gated. Mais dans les grandes lignes, 8 équipes de 5 joueurs, ça nous fait 40 joueurs. Je ne serai probablement pas joueur parce que je vais essayer d'encadrer tout ça. Et idéalement, mais ça c'est pas sûr, j'aimerais streamer sur Twitch la mini compétition qui se passera le samedi. Voilà. En plus de ça, on vous offre un petit peu d'argent. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et vous êtes tous les bienvenus, les copains. Voilà, ça c'était la grosse parenthèse là-dessus. Pour toi, quels sont les diables qu'on s'obstine à vouloir faire passer dans le Web 3 mais qui en réalité sont bien comme elles sont dans le Web 2? Bah, j'ai pas d'exemple à te donner. En fait, le problème c'est que tu as certaines applications comme les jeux vidéo où tu as besoin de latence extrêmement basse, donc de facto tu es obligé d'avoir un truc suffisamment centralisé. Tu peux rajouter de la décentralisation par-dessus, mais voilà. Ce sera jamais exceptionnel, quoi. C'est ce que je veux dire. Les réseaux sociaux, ce serait bien, parce qu'on aurait des réseaux avec des modèles différents, résistants à la censure, résistants à l'espionnage de certains gouvernements aussi, possiblement. Un FPS totalement on-chain, ça n'a pas de sens. Par contre, un FPS où tu stockes quand même des données précieuses on-chain pour lutter contre les cheaters, les trucs comme ça, ouais, ça ce serait stylé. Je parlais d'Octaspace l'autre fois, t'as vu des red flags? Je n'ai pas identifié de red flags, mais j'ai pas non plus creusé le sujet. Effectivement, on est là aussi sur
Un système de computing décentralisé, j'avais bien aimé en concurrent de Akash. D'ailleurs, toujours instant pub, parce que il y aura la rediffusion sur YouTube. Mes vidéos crypto semblent vraiment vous plaire et ça me fait extrêmement plaisir. Hein. Franchement, 4000 vues en 3 jours là sur la dernière, c'est une dinguerie. Si on arrive à tenir les quelques milliers de vues par vidéo... En fait, dès que je vais parler exclusivement de gaming, ça fait moins de vues, c'est pas grave. Dès que je parle d'analyse fondamentale comme je l'ai fait là, ça marche beaucoup mieux, donc c'est cool. En plus, là, on va avoir un joli running gag avec l'épisode Internet Computer. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, c'est une chaîne que je vais pouvoir monétiser pour payer les factures. Le but n'étant pas de vous prendre pour des vaches à lait, je pense que vous me connaissez au bout d'un moment, mais simplement si j'arrive à me trouver un partenaire qui est carré, pour pouvoir de temps en temps placer des trucs, pas spécialement faire des vidéos dédiées sponsorisées, mais faire des intégrations. Comme là, vous voyez, j'ai parlé d'ultra vite fait, ça n'a pas pourri le live, c'est top. Comme ça, je suis tranquille. Et on continue les émissions. Fais gaffe aux pros ICP, ils vont tout taper dessus dans les commentaires. Ah bah, tant pis pour eux. Hein. 50 vues en bull run, ça, on verra. On verra. Voilà, hein, du coup, Internet Computer, on a fait le tour. On est à combien de temps de live là? 1h20, on est pas mal. On est pas mal. Je vais juste tester un truc, 2 secondes. Je vais pas jouer, c'est juste plutôt pour la farm. Est-ce qu'un dead block marche enfin? Parce que je leur ai remonté le bug. Ah, il y a un système de login, donc ça a l'air d'aller. Ok, il y a moyen que... Je sais pas si vous aviez écran noir ou pas, ou si ça s'affichait en tout petit. Si c'est le cas, je m'en excuse. Il y a moyen que ça se soit réglé. Ok, sinon l'autre fois, j'arrivais pas à faire tourner le jeu Revenge. Maintenant, il tourne, c'est cool. Bonsoir, petit retour du Coin Academy Club. Très sympa d'avoir les interviews en exclu rapido quand elles sortent du four. Rejoignez-nous. Ah, c'est très gentil, Psycho. Ah, il est bon commercial. Il est bon commercial. Effectivement, si jamais les copains... on a effectivement les interviews de Surfing Bitcoin en exclu. J'ai eu malheureusement deux problèmes sur 2 interviews. Une avec Tobam, manque de batterie, et une avec Lightning Spark, problème micro. Je suis dégoûté. On aurait dû avoir 6 interviews normalement. Voilà, vous avez également l'analyse fondamentale du mois, qui est exclusif au club. Et GHO, il faut que je le passe en ligne pour tout le monde. Vous avez aussi la rediffusion de la conférence qu'on avait fait directement à Paris, à l'époque. Et ces interviews-là, on va pouvoir les dégager parce qu'elles vont sortir sur la chaîne Coin Academy sous peu. J'ai programmé des interviews pour 2 semaines. Donc, vous nous disiez, ouais, on a du contenu recyclé et tout sur la chaîne de Coin Academy. Écoutez, là, vous allez avoir du contenu sympa. Fait sur mesure, on a notamment sorti une interview de mon pèlerin aujourd'hui, directement à l'ETHCC, donc faites-vous plaisir. Noble, un petit explicatif, j'entends de plus en plus parler. Oui, avec plaisir, alors Noble, fais voir. Noble, ça va être pour de la tokenisation d'actifs directement sur l'écosystème Cosmos, à commencer par des stablecoins comme l'USDC. Donc là, on va avoir de l'USDC natif sur Cosmos sous peu, et ça, je crois pas que l'info est publique. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler, j'ai pas la source, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont un contrat d'exclusivité avec Circle pour l'émission des USDC natifs sur plusieurs années sur Cosmos. Donc tous les USDC natifs passeront par Noble d'abord, et après circuleront sur les autres chaînes Cosmos par le biais d'IBC. Donc là, ah, The Modular Block Space Landspace. Oh, mais il faut que je lise ça. Si on a un petit rapport sur la modularité, c'est du poulet. Hein. Research, The Modular Blockchain Landscape. Ah, bah bien entendu, il faut le forfait entreprise. Moi, je paye le forfait pro à 30 balles par mois, je sens le caca. Hein. Faut que j'envoie 1500 balles par mois pour lire le truc. Je suis dégoûté, putain. Bon, et ben on va se contenter du trait de Twitter de Messari, on va le regarder ensemble. Intéressant, interview mon pèlerin. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, je vais l'ajouter au doc. Attends. Modular Landscape. Modular Blockchain Landspace. Qu'est-ce qu'on apprend? L'exécution, le consensus, data availability. Bon, ça on connaît, l'exécution, c'est pour gérer les transactions. Ça va être sur les layers 2, les layers 3 qu'on va déporter l'exécution. Et data availability dans certains cas sur Ethereum, dans d'autres cas sur Polygon Avail ou sur EigenDA. Et pour ce qui est du consensus, ça reste au niveau du layer 1, donc très généralement sur Ethereum ou sur Celestia. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Bah rien en fait. Rien, bah merci. Si, on va quand même écouter Steffi. Steffi, alors d'habitude j'ai le follow facile, maintenant j'aime bien quand il y a des gens qui bossent pour Messari, regarder un petit peu le profil, parce que là elle nous fait un trade, ça a l'air intéressant. Ok. Quels sont ses autres tweets? Est-ce qu'elle spam? Est-ce que c'est intéressant? Ça a l'air d'être intéressant. Technique mais intéressant. Elle nous parle de Sovereign et du SDK Sovereign. Sovereign SDK. J'ai accès à ça ou pas en forfait pro? Ah, je l'avais pas lu celui-là. Faut que je lise ça.
Sovereign. Excusez-moi, je découvre des trucs en fait quand c'est intéressant. J'aime bien lire. Et ben on va se follow la Gadji. Ça, on se le garde sous le coude et on va rester sur son thread Twitter. En réponse à la compte. Mais en fait, c'est trop bien. Elle nous fait le rapport. Elle nous fait le rapport dans le thread. On n'a pas besoin de payer le rapport. Unroll app. Twitter, je crois que c'est ça. Hein. Un tweet reader app. Comme ça, au lieu de lire un thread dégueulasse, on l'a en un bloc. Super, let's go. Magnifique. Thread Twitter, modularité. Je vous la laisse en description. Et je la regarderai un peu plus à la maison. Voilà, donc, en réponse à l'architecture monolithique, on va proposer du modulaire. Avec donc des layers 2 en surcouche à des layers 1, c'est ce que je vous disais juste avant. Le stockage des données et le consensus, on le fait au niveau de layer 1. Donc, par exemple, sur Ethereum... Merde, ça se passe derrière ma tête, excusez-moi. Ethereum. Ça, c'est le layer 2, où on va faire l'exécution. Parce que là, on est bien d'accord. Donc, il nous parle d'Ethereum et de Celestia pour le stockage des données. Et pour l'architecture modulaire. Je suis un peu choqué qu'on ne nous parle pas de Tezos. Regarding the ecosystem, donc là, il nous parle des différents types de rollup. Smart contract rollup. Ouais. Et là, settlement rollup, application. Ouais, donc là, c'est layer 2 et là, c'est layer 3. Un petit peu comme ce qu'on va voir sur... merde... J'ai même pas les mots. Starknet ou autre. D'ailleurs, vous voyez là, ça nous parle de Polygon, Avail et Celestia. En fait, que vous preniez Ethereum, Celestia, Polygon, Avail et Gundia, l'idée c'est d'avoir des infrastructures dédiées au stockage de données, avec un stockage de données le moins cher possible, sous forme de blockchain. Avail, c'est initiative du coup de Polygon. Je regarderai plus en détail à la maison, là je vais pas tout lire, mais on regarde dans les grandes lignes ensemble. Ensuite, Rollup Ecosystem Fractal Scaling. Donc je mentionnais Starknet, mais on a aussi Optimism, Arbitrum, Saga, ok. Et Eclipse qui propose du roll-up Solana et autres en surcouche, ouais. Très bien. Je savais pas que Saga faisait des roll-up. Il semblait que c'était un layer 1, Saga. Les développeurs peuvent rejoindre l'écosystème, exécution. Donc c'est quoi ça? Ça c'est un peu technique, je me le garde pour le lire de mon côté parce que je sais que là en deux mots je vais pas le comprendre. La majorité des projets de layer d'exécution essaient d'être centrés sur Ethereum, comme Scroll, Taiko et Linea. Alors Scroll on l'a fait sur Coin Academy, Taiko on l'a fait sur Coin Academy, Linea c'est en cours. Voilà. Si jamais Scroll n'a pas de jeton, Taiko n'a pas de jeton, Linea n'a pas de jeton. Mais je pense que Linea n'aura jamais de jeton. Parce que c'est l'initiative de... Messari, c'est quoi? C'est une entreprise spécialisée dans la recherche. Voilà, qui propose des documents, des données, etc. Nous, on s'en inspire beaucoup avec Coin Academy. On a essayé de leur proposer des trucs parce qu'ils font un travail très très carré avec des reportings très professionnels. Voilà, Scroll, on l'a. Donc, je vous le mets dans la doc. Layer 2, EVM Scroll. Ensuite, je vais faire pareil avec Taiko. Scroll est limite pure, mais Taiko aussi. Hein. Voilà, Linea, c'est en cours. Donc, pour ceux qui comprennent pas, en fait, cette histoire de similar to Ethereum, on en avait déjà parlé. T'as les ZK EVM type, je crois que c'est ça. Les différents types de ZK EVM. Donc, t'as eu un article digéré en français de Journal du Coin. Ça, c'est top. Nous, on l'a pas fait. Ça part de base du blog post de Vitalik où il va t'expliquer qu'il y a différents types de ZK EVM et que plus tu te rapproches d'Ethereum, et moins tu as de performance. Mais en même temps, ton code est beaucoup plus compatible. Voilà. Donc tu as type 1, 2, 2.5, 3, 4, peut-être que tu auras d'autres types plus tard. Donc ça a été expliqué en français par mes confrères de Journal du Coin, donc c'est avec grand plaisir que je vais l'ajouter à mon doc. Et je pense que Taiko et Scroll, ça va être des EVM de type 2. Contrairement à beaucoup de projets, on est plus sur du 2.5 ou 3, comme Starknet, enfin Kakarot sur Starknet, etc. Ensuite, Alt VM Optim. Alors, ensuite, on a Fuel Network. Donc là, c'est plutôt des VM pour des applications spécifiques ou pour de la performance. Donc Fuel Network, c'est pour de la performance. Aztec, c'est pour de la privacy. Aztec, on l'a pas traité sur Coin Academy. Par contre, Fuel Network, on a fait un article sponsorisé avec eux pour en parler. D'ailleurs, ça parle d'airdrop. Voilà, si jamais, n'hésitez pas. Hein. La doc, elle est sous le replay YouTube. Oui, toujours. Ouais, on en a de la doc quand même sur Coin Academy. On essaie d'être à jour. Ensuite, on a Arbitrum et Fluent XYZ. Alors lui, je le connais pas. C'est la première fois que j'en entends parler.
ZK Wasm. Ah, c'est... Ok, c'est le WebAssembly. C'est un roll-up WebAssembly. J'ajoute à ma liste. Il nous a parlé de quoi d'autre? De Cartesi. Cartesi, c'est en cours, normalement, de rédaction chez nous. Alors, Cartesi, eux, ils veulent proposer une machine virtuelle Linux directement sous forme de roll-up. Pour faire des applications spécifiques qui tournent parfaitement bien sur Linux. Voilà. Ensuite, c'est pour t'expliquer qu'il y a différents types de design. Donc, Argus. Je connais pas Argus. Pareil, c'est quoi ça, Argus? Argus Labs. Argus Labs. J'ai jamais vu Argus. Ah, il est dans ma liste. Ah, il est dans ma liste à dig. Pardon. J'ai juste pas encore dig. Ok. Celestia, Argus. Ouais, ok. Donc ça, c'est des roll-up dédiés à l'écosystème Celestia. Les Validium, ça va être des roll-up où tu vas de mémoire avoir une partie on-chain, une partie off-chain. On retourne dans les analyses. Ensuite, le séquençage. Voilà, donc c'est le fait de pouvoir... pour vous expliquer le principe à chaque fois d'Layer 2, bon, vous êtes nombreux à le savoir, mais je le réexplique pour les autres, c'est qu'en gros, tu vas avoir l'exécution, c'est-à-dire toutes les opérations, donc exécution de smart contract, envoi de monnaie, etc., qui vont être regroupées dans un lot. Et ensuite, ce lot, tu vas générer une preuve de ce lot, et cette preuve de lot, tu vas la stocker sur un base layer. Donc par exemple, là, ça va être ton layer 2, je sais pas, Optimism. Okay. Ensuite, tu vas avoir le lot de transactions. Hop, tu vas générer une preuve, et la preuve, tu vas la stocker sur un base layer, et tu vois, bon, bah, ils ont cité tout ce que je vous disais. Ethereum, Polygon Avail, Celestia, EigenDA, j'en connais pas d'autres. Bon, déjà, c'est pas mal. Le problème d'Ethereum, c'est que ça coûte cher. Polygon Avail, je connais pas trop, EigenDA va beaucoup ressortir. Et d'ailleurs, je pense que Celestia va avoir une grosse concurrence avec EigenDA. Je connais pas trop le Polygon, mais EigenDA, qui est une initiative de EigenLayer, vous allez beaucoup en entendre parler. Et encore une fois, j'en profite. EigenLayer et EigenDA, on a un article dédié sur le sujet. Donc tout ça, vous l'avez en français, c'est gratuit sur Coin Academy. Ça, c'était l'objectif avec Coin Academy, hein, c'est de faire le Google de la crypto. Donc là, on est un bear market, les gens se disent, ouais, c'est fini les cryptos, de toute façon, tout va à zéro, et puis ça pue la merde et tout, machin. Nous, on build, prochain bull market, quand tu as un pote, ah ouais, je me renseignerai bien sur les cryptos, mais je vais où? Bah, ça se passe sur Coin Academy. Et là, si on arrive à faire ça, on a tout gagné. Une belle question à poser à Abdel demain d'ailleurs, un seul séquenceur sur Starknet, c'est ça? Oui, mais justement, on doit parler de leurs prouveurs qui sont en train de décentraliser là, attends. Il n'y a pas eu de tweet récent, je crois. Qu'est-ce que les preuves de stockage? Ah, ça peut être pas mal. Ok, et moi j'aurais bien voulu comprendre le prouveur décentralisé là. Ça, c'est la question que j'aurais pour l'ami Abdel. Putain, il tweet, les cousins. Ah, relayé par Starknet, le live de demain. Ça fait plaisir. Putain, je suis touché, j'avoue. Il y a un petit soeur qui s'esquisse là. Non, il est où leur prouveur décentralisé là? Ça tweet trop les copains. Putain. Il y a un truc qui s'appelle Juno. Bon, je le retrouve pas. Il tweet trop dans la même journée, mais c'est une dinguerie. Mais je vois pas le truc récent. Bon, c'est pas grave. Le NFT Starknet, c'était un fake? Oui, je pense. Séquenceur centralisé, décentralisé. Est-ce qu'il nous donne des exemples? Oui. Donc, il nous parle d'Espresso Astria. On en a parlé dans une émission précédente, souvenez-vous. Je crois que c'était la première vidéo de la chaîne. Enfin, la première vidéo analyse fondamentale de la chaîne, où on avait Astria. Voilà. Astria, qui est un écosystème de séquenceurs pour pouvoir proposer justement des séquenceurs décentralisés. Il propose aussi un roll-up EVM. Voilà, mais il y a aussi Espresso et il y en a d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que Espresso Astria, mais c'est les deux plus gros. Parce que là, la problématique, pour en revenir à ce que je vous disais juste avant, c'est que tu as un Layer 1 décentralisé, tu as un roll-up plus ou moins décentralisé, mais ce qui fait que ton lot de transactions va être groupé, puis tu as une preuve générée, puis stockée sur le base layer. Généralement, c'est le séquenceur, et ce séquenceur, il n'y en a qu'un. Et en plus de ça, il est émis par l'équipe de développeurs de départ. Donc du coup, il y a un point de centralisation, c'est le séquenceur. Donc il y a une volonté de décentraliser les séquenceurs. Donc c'est comme ça que ça se passe sur Ethereum. Sur Tezos, c'est encore mieux, parce que en fait, quand tu émets un roll-up, il est généré par le Layer 1, et du coup, ce sont les groupes de validateurs, je crois, du Layer 1 qui s'occupent de faire fonctionner les Layer 2 de Tezos. Donc c'est assez sympa. Je connais Rocket Pool, oui, tout à fait. Coprocesseur décentralisé Axiom, ouais, je me le suis noté. Justement, je maîtrise pas encore totalement la notion. Est-ce que le terme de stockage des preuves de transactions sur L2 vers un base layer va coûter très cher à terme?
Oui, oui, enfin, c'est une excellente question, Foxy. En gros, la block space sur Ethereum ou autre, elle sera toujours extrêmement rare, surtout si on s'amuse à tout optimiser au niveau des layer 2 et des layer 3, etc. et qu'on cherche pas forcément à optimiser le layer 1. C'est-à-dire que plus il y aura d'usage, merci beaucoup pour le sub Nawak, plus tu auras d'usage, et donc plus tu auras de sollicitation du base layer, et donc plus ça va coûter cher. Et c'est là tout l'intérêt du proto-dank sharding. Je l'avais déjà expliqué, mais je crois que tu avais été là, hein. De toute façon je l'explique pour les autres. Le principe du proto-dank sharding, c'est que justement, une preuve, tu n'es pas obligé de la stocker indéfiniment sur Ethereum. Peut-être que ta preuve, elle a besoin de rester que 2 semaines, par exemple, sur ta blockchain, et qu'après les 2 semaines, tu peux supprimer. Aujourd'hui, quand tu fais une transaction sur Ethereum ou n'importe quelle blockchain, la donnée, elle est stockée à vie sur la blockchain. Donc, quand tu as pas besoin de stocker une donnée à vie, bah, ça peut être bien de pouvoir payer moins cher pour la stocker de manière éphémère. Et c'est là tout l'intérêt de la prochaine mise à jour d'Ethereum qui s'appelle proto-dank sharding. Et comme beaucoup de rollups vont stocker beaucoup de preuves de manière éphémère, on va pouvoir réduire drastiquement les frais de transaction pour le stockage de ces preuves, et donc ça va réduire aussi les frais de transaction sur les rollups. C'est ce qu'on peut voir ici, avec avant mise à jour une estimation à 6 centimes de dollars, après mise à jour 100 fois moins, c'est-à-dire 0,0006 centimes de dollars. Possible de parler de coprocesseur avec Abdel demain, c'est prévu, Kiro. Ouais, mais Tezos, ils font leur smart contract pour les NFT, ouais, il faut savoir comment le coder, alors que sur ETH... Oui, mais tu vas avoir l'Ethereum Virtual Machine sur Tezos bientôt, et tu as le WebAssembly qui est déjà disponible sur Tezos. Et petite précision, Foxty, on parle de proto-dank sharding et non pas de sharding, c'est pas du vrai sharding. Et d'ailleurs, ça, petit clin d'œil pour les membres du club, mais voilà, pour ceux qui veulent pas payer, ça sortira plus tard sur la chaîne de Khan Academy. J'ai fait une interview où je parle de tech avec le CTO de Ledger. Et on parle de proto-dank sharding, de sharding pendant plusieurs dizaines de minutes. Hein. Donc tout ça, on l'explique très très bien. Mais c'est triste de faire ça, non, Capet, ça va à l'encontre de la blockchain. Bah, pas forcément. Si tu n'as aucune utilité à stocker une information indéfiniment, bah tu la stockes pas indéfiniment. L'intérêt de la blockchain, c'est que quand tu as un besoin de traçabilité ou de stockage indéfini, bah tu peux aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, Dallas. On était en train d'analyser quoi ? Oui, on était sur ce thread Twitter, pardon, qui est bientôt fini d'ailleurs. Ensuite, Validity Proof Market by ReZero et Neil Foundation. Neil Foundation, j'ai reçu 15 000 mails pour en parler. J'ai absolument pas compris ce qu'ils faisaient. Marketplace for Zero Knowledge Proof. Ah, parce qu'ils étaient à l'ETHCC. Hein. On avait dit quoi? ReZero, Neil Foundation, après Axiom et les autres liens. Ok, donc explique-nous. Comme le séquencing décentralisé, externaliser les preuves... Les marchés de preuves de validité externalisent la preuve. Comme le séquençage partagé, l'externalisation de la preuve peut s'accompagner davantage en termes d'interopérabilité telles que les preuves agrégées pour le rapprochement. Okay. Donc on va agréger toutes les preuves. Agréger toutes les preuves, ouais, ok. Bon. Pas très clair. Ensuite, bon, consensus, data availability, bon bah ça c'est très clair, c'est... stocker de la donnée, faire du consensus. Ah, intéressant. On a le block time et on a la finalité. Et comment c'est possible d'avoir un block time de 20 secondes et une finalité plus courte? En tout cas, Polygon Avail, c'est intéressant. Ok. Ok, bon bah, c'est bon, on a fini le trade. Bah écoutez, on est parti un peu dans tous les sens à la fin. C'est vrai que la fatigue a commencé à prendre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le moment Internet Computer, le moment analyse fondamentale, la petite parenthèse sur le tournoi. Si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez parler crypto, voilà. Si vous voulez pas faire le tournoi, venez quand même sur le Discord de Coin Academy. On est de plus en plus nombreux. On est bientôt 500 de mémoire. Voilà, on est à 490. On a la partie privée que je vais pas leaker, sinon c'est plus privé. Et on a la partie espace public. Ok, super. Ça commence à se manifester pour la partie tournoi. Et on échange, voilà. Il y a Psycho qui se prête vachement au jeu, qui pose des questions. Vous pouvez nous faire des suggestions aussi. Donc, en résumé, oui, tous les dimanches à 19h, il y a un live. Et sinon, bah, ça vient un peu comme ça vient. Sur mon Twitter, je vous dis quand il y a un live. C'est quand j'ai la motive, en vrai. Franchement, c'est quand j'ai la motive. Je vous fais un petit tweet
Je vous fais un petit tweet, même si ça interagit peu sur Twitter, je sais que vous êtes là sur Twitch, donc ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.